Salut à toi, cher ami, sois la bienvenue dans ce nouveau podcast de Web SEO. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Elliot Bobier. Comment ça va Elliot? Salut Max, salut tout le monde, ça va très bien. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Super, avec grand plaisir. Alors, je te présente rapidement. Tu es expert en SEO et en web marketing depuis 2008. Ça commence à faire un bail. Tu es consultant et entrepreneur avec de multiples casquettes. Tu as fait pas mal de projets au cours de ces 15 dernières années et tu es notamment fondateur de Content Rank, qui est une plateforme de rédaction de contenu premium et optimisée pour le SEO. Tu es aussi formateur et conférencier et notamment organisateur d'événements SEO depuis 2017 avec le SEO Summit. Est-ce que je suis tout bon? Exactement, tu as 10 sur 10. Et le prochain SEO Summit, c'est le 14 octobre au Parc des Princes. Donc pour ceux qui veulent nous rejoindre, éditeurs de sites, affiliés, monétisation en ligne, expert SEO, SEO in-house, responsable web marketing, traffic manager, genre tous ceux qui tournent autour du SEO. Vous êtes les bienvenus. Effectivement, la première édition était en 2017. Tu as raison de le souligner. Et j'en profite pour te demander un petit peu, ça serait quoi le programme et les invités? Le programme n'est pas établi, mais on a déjà Vincent Terrazi, Sylvain Perronnet, on va avoir Michael Priol comme conférencier. On a beaucoup de gens, Nelly Kempf, Camille Dufossé, Amandine Blard, tu vois. Donc on va avoir pas mal de monde autour le e-commerce, l'IA, l'automatisation, les LLM, les moteurs génératifs, et qui sont en fait les nouvelles questions qu'on peut se poser. Donc l'idée c'est de traiter un peu de tous les sujets. J'ai oublié Jackie aussi de chez Linksgarden qui va faire une conférence sur tout ce qui va être pas manipulation des IA, mais comment utiliser, si tu veux, les citations, le netlinking, ce qu'on va parler tout à l'heure, pour influencer, pour être cité par les moteurs génératifs. On va vraiment tourner autour de tous ces nouveaux sujets, de tout ce que les professionnels peuvent se poser comme question, de quelles sont les nouvelles pratiques, quelles sont les pratiques à conserver, à creuser et comment ça fonctionne. Surtout qui intéressent et puis qui sont au goût du moment avec les experts du moment, c'est-à-dire que faire intervenir des gens qui sont pas sur un sujet actuel, qui ont pas fait de recherche ou de R&D sur le moment. Là, tu vois, j'attends la confirmation, mais j'ai parlé avec Olivier de Segonzac, Alexis Rico. C'est des personnes qui font de la R&D au quotidien sur le ChatGPT, sur Claude, sur les LLM. Donc, quand ils produisent une conférence, évidemment que c'est pas du réchauffé, du vieux nanar d'il y a plusieurs mois ou plusieurs années. C'est ce qu'il faut savoir à l'instant T pour avoir un coup d'avance. Ben, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet et justement, on va enchaîner avec le sujet de l'IA qui intéresse tout le monde. Si on fait du SEO, on est obligé de s'intéresser à l'IA parce que ça évolue extrêmement vite. Je commence par cette première question. Quels sont les outils IA que tu utilises et quel modèle tu privilégies? Pour être plus large que juste citer le modèle du moment ou ce qui fonctionne là aujourd'hui, c'est plutôt, moi j'utilise jamais le tout dernier modèle, que ce soit sur le ChatGPT, sur Claude ou autre, j'en ai toujours un de décalage et quand ce nouveau modèle vient de sortir au bout de, quelques semaines, quelques mois et qu'il est figé, en fait on peut y passer parce que quand on entraîne un nouveau modèle, il y a toujours des réglages, des optimisations à faire et tout le monde, note que ça fonctionne plus comme avant. Donc moi c'est beaucoup, beaucoup de texte, donc je privilégie Claude à ChatGPT. Comme ChatGPT, la version gratos en fait pas mal, je lui fais faire des petites tâches, ou lui donner des graphes de connaissances ou faire des synthèses, des compléments, des extractions d'éléments que je vais reprendre pour Claude. Et là, Claude, j'ai des prompts beaucoup plus complets où je lui fais faire énormément de rédac, de réflexion. Claude pourrait aussi aider au code, tout à fait. Et après sur les images, encore une fois, c'est, regarder le dernier outil qui fonctionne bien, en ce sens où, un coup, ça va être VO3 de Google, après il y en a un nouveau, un coup c'est Midjourney, un coup c'est plutôt du Leonardo, bon, qui utilise, un autre modèle. Mais en fait, l'idée, c'est un peu de benchmarker. Pour l'instant, on est dans le nouvel outil qui sort, est-ce qu'il est mieux que les autres ou pas? Donc en fait, faut pas se figer à un outil parce qu'on va vite avoir un métro de retard. C'est plutôt regarder ce qui sort en ce moment, suivre des personnes qui font beaucoup de tests, sur YouTube, notamment sur l'IA, et d'utiliser l'outil qui est bon, qui est bon à l'instant T où on l'utilise, quoi. Et malheureusement, c'est pas le même outil, tu vois? Il y a ceux d'il y a un an sont soit dépassés, soit se sont mis à la carte. Midjourney est resté assez en avance, tu vois? Mais là, ChatGPT pour les infographies, c'est du ChatGPT typiquement, parce que en ce moment, il le fait bien. Si demain Claude sort une nouveauté ou un DeepSeek sort une nouveauté sur l'image, il faudra aller sur DeepSeek. Donc c'est plutôt un mindset de, quel est l'outil du moment et savoir trouver l'outil du bon moment plutôt que de figer une liste et puis de rester bloqué sur cette liste, quoi. En SEO, tu utilises pas mal l'IA pour la création de contenu, la génération d'IA. Est-ce que tu utilises aussi pour faire des audits, pour faire de la stratégie, du netlinking ou encore de l'outreach? Ouais, complètement. On utilise nous l'IA sur,
tout ce qui était un peu tâches manuelles. Typiquement, par exemple, faire matcher des mots-clés avec des titles. On a un job, par exemple, soit c'est pour identifier la cannibalisation, soit si c'est pour trouver des nouvelles idées de mots-clés avec la Search Console. On compare des mots-clés où tu es mal positionné, mais où tu as quand même un peu d'impression, avec des URL, des slugs, et des titles. Et en fait, le jeu, l'humain, c'était de dire: «Est-ce que mon slug et ma title correspondent à mon mot-clé?» En fait, en automatique, ça, on peut le faire. Donc on peut le préfaire et c'est contrôlé par l'humain, mais quand tu as une liste de 3 000 à 4 000 mots-clés, au lieu que l'humain, il passe 5 6 jours à le faire ou 3 4 jours, là, il va passer une journée à contrôler ce que l'IA a fait. Un autre exemple, ça va être des pages qui n'ont pas de visiteurs, d'essayer d'identifier pourquoi selon une liste de critères. Un autre exemple, ça va être trouver des widgets. On dit que l'échange entre l'internaute avec l'URL est hyper important. Il faut que le comportement de l'internaute, en réalité, c'est qu'est-ce qui donne la réponse rapidement à l'internaute, et qui peut le faire échanger de manière interactive, le fameux conversationnel. Mais en fait, c'est pas trop ça. C'est comment je donne la réponse hyper rapidement à mon internaute. Quand il arrive sur du rachat de crédit, ce qu'il veut, c'est une calculette où il rentre son montant, il rentre deux, trois critères et on lui dit s'il est éligible au rachat de crédit ou pas et surtout combien il peut économiser. Euh, Si c'est quelqu'un qui est par exemple végan ou allergique, tu vois, sur recettes plus avec des allergies, c'est peut-être un module où il rentre ses allergies et on lui dit par quoi remplacer. Ça peut être l'IA qui te fournit des idées de widgets. Donc, au lieu de les chercher et de passer des heures à brainstormer à plusieurs, l'IA peut en automatique t'en proposer 4 ou 5. Ça, c'est le boulot du consultant SEO. Et après, le boulot du développeur, mais des fois, le consultant chez nous peut aider aussi, c'est dire comment on code ce widget et demander à l'IA de nous fournir un bout de code rapide avec le JS qui va bien, les données à embarquer et on fait un test de module, quoi. Donc, comme dans tous les métiers, c'est un petit peu les tâches qui étaient répétitives. Heu tu as une règle, tu dois l'appliquer sur 5 000 lignes. Bah, comment est-ce que tu peux être encore plus productif? Et donc du coup, le jus de cerveau que tu as, si tu vends 10 heures aux clients, tu les vends pas à faire des tâches de «stagiaire» entre guillemets, tu les vends à faire des tâches, intéressantes, quoi. Ouais. Merci pour tes retours très, très pertinents sur, l'utilisation de l'IA au quotidien, autant pour le SEO que pour tes business en ligne de manière générale. Maintenant, je te propose qu'on parle un petit peu, d'affiliation SEO, parce que ça évolue très vite, notamment, voilà 2024-2025. Pour toi, est-ce que tu penses que ça reste un business model viable pour quelqu'un qui part de zéro? Complètement. Complètement parce que les marques ont besoin d'affiliés, les marques ont besoin de communication et en fait, hem, c'est pour ça que les influenceurs IA, quand je dis influenceurs IA, c'est, hem, des vidéos ou des personnes, un peu des modèles, 3D, tu sais, générés par l'IA, où on voit que c'est un peu de l'IA. En fait, ça enlève un gros pan que les gens, ont quand même besoin, c'est, rencontrer de l'humain, rencontrer des gens et échanger si tu veux et tu suis une personne, pour ce qu'elle te donne et pour toute la valeur qu'elle te partage, mais aussi, parce qu'un jour tu as envie de la rencontrer, tu as envie de faire partie d'une communauté, tu as envie de rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs que toi et qui ont les mêmes objectifs surtout, tu vois? Donc tu as un peu l'influenceur, c'est le gourou qui lui a réussi le chemin et toi il te fait rencontrer plein d'autres gens qui veulent passer par le même chemin et tu vas passer ensemble, tu vois? Et ça, c'est possible par la communauté et en fait, c'est ce qui fait que tu vas vendre une marque parce que le mec a réussi, s'il dit: Moi, je vais utiliser le bâton de la marque A», tout le monde a envie d'acheter le bâton de la marque A. Sauf que, faut pas se leurrer, dans le SEO, on a fait comme toujours, on a fait de la fausse affiliation, c'est-à-dire qu'on a généré des contenus de basse qualité, on a repépette ce qui existait déjà sur le web, on a repris des photos et tout. Je pense que ça, c'est vraiment un peu mort en France, parce que le marché français est toujours très avancé, mais j'imagine que si tu vas sur des marchés polonais, italiens, chiliens, Amérique du Sud, il y a encore des gros coups à faire avec l'affiliation, parce que leur web est moins évolué et moins avancé que le nôtre, donc ils n'ont pas encore des comparateurs et tout, mais je pense qu'il faut déjà produire de la meilleure qualité et peut-être faire ses tests soi-même, ses propres photos. Ou si tu veux récupérer des infos sur le web, faut fouiller un petit peu, je sais pas, extraire les commentaires Amazon, les commentaires eBay et les commentaires d'autres plateformes ou d'autres marketplaces et faire un contenu sur la base de ces retours, tu vois? Et pas juste mettre des avantages et des inconvénients un peu bébêtes et un peu bateaux, comme on voyait par un moment et ça marchait très bien et tu le faisais et ça cartonnait, les avantages, les points négatifs, et tu mettais 3-4 de chaque côté. Si on regarde notamment dans le logiciel, et les SaaS, les outils de comparaison qui fonctionnent, ils poussent quand même un peu leur analyse un peu loin. Alors, c'est toujours le même curseur, tu peux me montrer une page et me dire: «Ouais, mais celle-là, elle est vraiment naze et pourtant elle se positionne bien sur tel logiciel». Ça dépend toujours de la concurrence, mais tu peux aussi choisir des niches où il y a plus trop de concurrence aujourd'hui et et où il faudrait en fait,
Simplement, produire, la qualité à amener, le nombre d'informations à amener est moins importante. Donc c'est toujours viable, c'est juste que, bah, selon la niche que tu as, il faut plus ou moins être, inventif et aller chercher d'autres créneaux. Et aujourd'hui, il y a dans le SEO, c'est du moteur de recherche, il y a pas que Google, il y a aussi YouTube, il y a Instagram, il y a TikTok. Bah, peut-être que sur certaines niches ultra saturées, en SEO, bah, faut peut-être aller chercher de la vidéo, faut peut-être aller chercher, de la vidéo short, voilà, tu vois? Aller sur d'autres créneaux, mais je pense pas du tout que le modèle économique est mort, hein. Ouais, bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, Google, ça reste quand même la source de trafic numéro un sur tous mes sites, d'affiliation. Mais je pense qu'on tend de plus en plus vers, la nécessité d'être présent sur d'autres leviers parce que le trafic Google, mine de rien, ça baisse quand même et surtout que, voilà, ils commencent à garder de plus en plus les utilisateurs, sur leur moteur en leur offrant des réponses, toutes faites et souvent ils vont pas forcément consulter, les résultats comme ils le faisaient avant. Peut-être dans une moindre mesure, il y a moins de clics. Voilà, il faut être présent un petit peu partout. Il y a ça avec les IA Overview, mais avant les IA Overview, il y avait déjà Google qui avait un petit peu sanctionné les sites d'affiliation qui étaient un petit peu de «basse qualité» entre guillemets, hein, toujours la même chose, et aussi les médias qui sont mis à faire de l'affiliation. Donc sur certaines niches, tu te retrouves en concurrence avec Le Figaro, Le Parisien, Ouest France, et je sais pas quel autre média. Donc on pourrait se dire que, tu vois, avec ça déjà avant les IA Overview, c'était mort. Là, dans mon approche, j'ai même pas parlé des IA Overview, hein, je parlais vraiment de la concurrence, au global. Mais si tu prends les logiciels SaaS B2B, en fait, tu as peu de concurrence, tu as peu de sites de comparaison et d'affiliation. Je sais pas moi, de logiciels RH, tu vois? C'est des abonnements peut-être à 5 000 6 000 $ l'année. Bah, tu as peu de sites qui s'y mettent. Par contre, tout le monde se met sur le collier à chien et l'arbre à chat, toi, c'était l'arbre à chat, tu vois? Ce genre de truc. Bon, bah, ça, c'est vu et revu. Faut se creuser un peu la tête. Mais en même temps, l'IA, tu lui donnes des sources ou des catégories de produits de e-commerce avec des sous-catégories ou des textes, il est capable de t'extraire des niches de manière fabuleuse. Faut corréler et valider avec un outil SEO pour vérifier qu'il y a du volume de recherche parce que l'IA, à part Gemini, n'est pas capable de te dire s'il y a du volume de recherche ou pas sur un mot-clé. C'est complètement faux ce qui va te sortir. Gemini est un petit peu plus proche de la réalité puisqu'il a les recherches Google, mais les autres, ChatGPT, Claude DeepSeek, sont complètement à la rue. Et si tu vois qu'il y a du volume de recherche, de la requête longue traîne, des Google Suggest dans Google, tu peux trouver une niche sympa, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, là, on a l'arrivée, des aperçus IA qui est de plus en plus intensive. On a aussi l'utilisation de plus en plus importante des LLM et donc du coup, toi, tu vois quel impact sur le trafic des sites d'affiliation et est-ce que les affiliés, ils sont condamnés? Alors, condamné, non, je pense qu'aucun système n'est jamais condamné. Condamné à se renouveler tout le temps, oui, tu vois, on l'est tous. C je pense que, déjà les LLM vont citer des marques, des comparaisons. Donc en fait, et c'est vraiment dans la logique d'OpenAI, c'est de squeezer tous les intermédiaires. On est d'accord que l'affilié est un intermédiaire de la marque et c'est même des fois un intermédiaire de la marketplace qui est un intermédiaire de la marque. Donc j'ai mon fabricant d'arbre à chat, j'ai Amazon et j'ai mon affilié, qui fait ce qu'on a appelé par un moment du MFA, du Made for Amazon, heu avec des sites qui envoyaient sur Amazon. Et je pense qu'en fait, ChatGPT est en train de vouloir prendre la place d'Amazon et de l'affilié. Ce qui veut dire que si tu veux être cité, bah, en fait, un ChatGPT va déjà encaisser la commande, donc tu pourras acheter ton produit directement sur Amazon en le chattant ou en faisant ce qu'on veut. Je pense quand même que, il faudra que le site d'affilié devienne une vraie marque, avec un objectif de dire: «Nous, on est un site de comparaison, on est, le site qui compare les meilleurs arbres à chat, par exemple, ou les meilleurs, produits A, B ou C», et qu'il apporte une plus-value. Donc, peut-être des études, peut-être des analyses, peut-être des comparaisons, peut-être des infographies, je sais pas, tu vois? Mais apporter quelque chose de plus que Amazon et que ChatGPT surtout, parce que ChatGPT, lui, s'il a déjà l'info, il a aucune raison de la ressortir. Donc il va pas la faire ressortir, il va pas de la citer, il va utiliser ce qu'il a. Donc il faut arriver à lui amener des nouvelles infos. Alors il y a aussi un ton et un style pour amener ces infos. On voit que il faut que le style soit fluide, affirmatif, orienté sous forme d'études de cas et de citations et d'analyses concrètes. Selon l'étude machin, il se passe ça, selon tel truc, selon notre étude interne. Donc je pense que les affiliés sont pas morts, mais s'ils veulent apparaître dans les LLM, bah, va falloir avaler une plus-value, une valeur ajoutée. Et surtout, bah, encore une fois, il faut peut-être migrer ailleurs que la SERP est peut-être un peu fichue d'affiliation, et il faut aller sur des SERP YouTube. Il y a plein d'idées, tu vois, tu fais des logiciels, bah, c'est des tutos. Quelqu'un qui veut s'abonner à un logiciel, il va regarder ce que tu peux faire avec, il va regarder des tutos, des comparatifs. La vidéo, tu peux faire plein de choses. C'est adapté à plein de formats. Les unboxings de produits, c'est adapté à plein de formats. Mais ça veut dire que tu passes une étape qui est peut-être de vraiment commander le produit sur Amazon, de vraiment le déballer, d'être vraiment un peu expert et d'avoir recherché sur ta niche
et plus d'être un bête site de tableau de comparaison de différents produits en reprenant des infos qui viennent d'une seule source, quoi. Donc, encore une fois, je pense que c'est pas mort du tout. C'est juste qu'il faut travailler plus et faire de la meilleure qualité. Il faut juste monter le niveau. Et franchement, le niveau était déjà assez bas, tu vois. Donc, le monter est pas non plus un travail. Les sites d'affiliation, bien sûr, ça continue de marcher, mais après, ça va dépendre des thématiques. On a pu voir qu'il y a eu un shift sur Google, dans les requêtes e-commerce. Google a commencé à favoriser fortement les e-commerce directement et il a pénalisé plus les sites informatifs qui jugeaient moins pertinents sur des requêtes de produits. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de ces niches e-commerce? Et pour toi, c'est quoi des niches rentables en affiliation, vraiment rentables en 2025? Si Google a décidé qu'il voulait mettre des e-commerçants, tu peux faire ce que tu veux avec ton site d'affiliation. Tu resteras un affilié versus un e-com. Et si Google a décidé que ce qui répondait le mieux à la question de l'internaute quand il tapait achat ou ce produit-là, c'était d'acheter, bah, tu t'y feras rien. Donc je pense que et puis un e-commerçant est facilement identifiable, parce que ça se voit dans les schémas, dans les données structurées. Il a un merchant center, il y a un flux qui est donné dans Google Shopping. Même si tu payes pas Google Shopping, tu as des flux que tu peux balancer. Donc les e-commerçants le font très généralement. Tu peux essayer, moi j'ai vu sur des sites d'affiliés où on a réussi en mettant des balises CSS, en mettant des fausses schémas, des boutons achetés qui en fait étaient des boutons d'affiliés. Ça reste du bricolage et ça marche pas dans toutes les niches et tout. Donc il y a quelques moyens de te faire passer pour un e-commerçant, mais la majorité du temps Google analyse assez facilement l'affilié versus le e-com. Et par contre, je pense que Romain Pirotte l'explique assez bien, c'est qu'il faut regarder quand même des grosses commissions, parce que si tu regardes Amazon, tu gagnes plus rien aujourd'hui avec Amazon. En plus, ils ont changé leur mode de calcul où avant, tu étais un petit peu avantagé si tu arrivais sur le produit. Maintenant, d'où que tu viennes, tu as quand même la commission la plus basse. Ils ont baissé les montants, genre les pourcentages et tout. Donc, je pense qu'il faut viser des produits qui ont un fort panier, peut-être des choses par abonnement déjà, parce qu'il y a il y a de la récurrence et du fort panier. Il y a plein d'outils SaaS où tu payes 1000, 2000, 3000 euros, 3000 $ par an, certains même par mois. Écoute, faut peut-être aller sur ces systèmes-là où tu as du rev share, du recurring, et où il y a pas grand monde sur la niche. Je redonne le tips, hein, qui vient pas de moi, c'est Fabien Rakidel, moi, qui me l'avait donné il y a déjà longtemps. C'était le tips du in title ou all in title 2 points, et tu mets ta requête, et tu vois s'il y a beaucoup de gens qui visent la title, et si tu es 3 ou 4000 ou 5000, ça commence à être concurrentiel. Si tu es une cinquantaine, il y a pas du tout de concurrence sur le sujet, tu vois? Heu, donc tu mets cette requête-là dans Google, tu cliques sur résultat à droite, parce que maintenant il faut cliquer sur le résultat pour afficher, et là tu vois, s'il y a beaucoup de concurrence ou pas, et combien il y a d'URL, et tu prends quelques premiers qui se positionnent, tu les mets dans un outil SEO et tu vois s'il y a de la concurrence. Est-ce qu'il y a beaucoup de backlinks? Est-ce qu'ils ont produit un gros contenu? Quelle est la qualité de leur contenu? C'est comme ça que tu juges de ta niche. Et en fait, je suis sûr qu'il y a plein de logiciels inconnus au bataillon, tu vois? Pour les architectes, pour l'industrie, pour, peut-être les fabricants de machines, pour les RH, tu vois? Pour plein de métiers comme ça, les photographes, les créateurs de contenu, tu vois? Il y a plein de niches un peu, on prend tous les trucs, en B2C, parce que, quand on se balade dans la rue, on passe devant chez Noroto, Leclerc, on voit des produits de grande consommation, tu vois? Mais il y a plein de produits industriels qu'on n'a pas l'habitude et qui sont, par définition chers. Je dis peut-être une bêtise, mais par un moment, il y avait, une affiliation sur les dodanes, mais les petits dodanes à mettre dans les parkings privés pour les entreprises. C'est un ralentisseur. Alors j'ai perdu le nom, mais c'est une, tu trouvais pas sur le web qui était vendu, tu faisais un e-commerce ou une affiliation en reprenant le fournisseur. C'était hyper facile de se positionner dessus, quoi, et c'était tout de suite un truc qui valait 3 000 à 4 000 €. Waouh! Ça fait des belles coms. Ça avance les pions quand même plus vite, hein. Ah, c'est sûr. Et donc on a vu qu'en affiliation, ça reste toujours, primordial d'avoir un site. C'est, ce qui fait la différence, numéro un, parce que le trafic Google, ça reste, le leader incontesté. Mais ça devient de plus en plus intéressant de se, mettre sur d'autres canaux, d'acquisition. Pour toi, en fait, c'est quoi ton avis? Faudrait être présent, et c'est quoi ton expérience? C'est ce qu'on dit depuis 2015, hein, il faut être présent partout. Et en fait, tu vois souvent des gens qui ont un peu des spécialités, mais qui exploitent. C'est un peu le one funnel de Jeremy Goldman, pour ceux qui le connaissent, de se dire, tu prends un réseau ou un canal d'acquisition et tu le ponces, tu vois? Ça marche très, très bien quand tu te vends toi, ou quand tu commences et que déjà il faut rincer un canal. Mais pour Google, c'est complètement différent. Google a besoin quand même que tu aies plusieurs canaux et que tu ne sois pas uniquement un gratteur de SEO, tu vois? Et de toute façon, ça fonctionne, quoi qu'on en dise. Tu regardes le sorcier de l'e-com sur Twitter, il vend de l'affiliation par Twitter. Rien ne t'empêche, en plus d'avoir ton site internet et de te positionner sur Google, de faire des vidéos YouTube, de récupérer des shorts ou de faire des formats shorts pour Instagram, pour YouTube Short, pour TikTok, et d'avoir des comptes sur le bon réseau social. Là, je parle de Twitter, mais
peut-être que Twitter est pas utilisé par ton audience, d'aller sur Twitter et de caler des liens d'affiliation directe ou vers ton site et de communiquer dessus, tu vois? Je reprends un exemple vraiment tout bête qui est rincé, il faut pas le prendre, mais exemple de l'arbre à chat, tu postes une belle photo d'un chat sur l'arbre à chat sur Twitter que tu as pu générer par IA, avec un petit descriptif en disant: «Voilà, j'ai un descriptif complet sur mon site de cet arbre à chat, si vous voulez l'acheter directement, vous allez là, si vous voulez voir le guide complet, allez là». Tu mets des mini liens, moi j'utilise des trucs tapis, récemment ça passe assez bien. Tu as les tracking, tu as tout et puis tu peux voir, le trafic que tu vas générer, quoi. Tu peux, plein de choses, raconter des histoires un peu ça marche bien, tu vois? Faire des threads sur Twitter, sur, pourquoi les chats ont cette vie ou, cet homme et tu vois? Plein d'histoires un peu, pas angoissantes, mais intrigantes ou inconnues et en fait, bah, en haut du thread, après le premier tweet, tu vas mettre, bah, voilà, si tu as envie d'acheter des arbres à chat, va ici et même si tu mets un lien, vers une recherche Amazon avec ton lien Amazon dedans, avec ton idée affiliée, tu auras quand même des commissions si l'internaute achète par la suite. Et ça, c'est si tu fais de la file Amazon, mais si tu fais de la file B2B, tu peux aller sur LinkedIn. Imagine des posts LinkedIn, tu ajoutes des responsables RH. Tu mets ta CB, Revolut, une CB virtuelle, Sales Navigator, tu te prends un abonnement, tu coupes ta carte virtuelle Revolut, tu es sûr que tu seras jamais prélevé. Pendant un mois, tu ponces, Sales Navigator. Tu extrais plein de profils qui sont des RH en France, qui sont susceptibles d'utiliser un outil. Tu prends un outil d'automatisation, Wallaxy n'importe lequel, tu fais ajouter en automatique avec l'envoi d'un petit message. Tu postes un ou 2 posts par jour avec des sondages parce que ça marche vachement bien sur les RH et tu mets tes liens d'affiliation dans tes posts. Plus tu peux voir plein de formats. De temps en temps, tu mets des RH connus ou l'histoire des RH que les gens n'ont pas connu ou des techniques RH, tu vois? Tu mixes plein de trucs et tu cales tes liens et tu peux tout à fait faire des ventes via LinkedIn, en fait, parce que les gens vont cliquer sur le lien et ça t'empêche pas d'avoir ton canal d'acquisition avec ton site, ça t'empêche pas d'avoir, ton persona sur LinkedIn qui fait ses ventes d'affiliés et un coup tu rediriges vers ton site, un coup tu rediriges vers tes liens d'affil et en fonction de ce qui marche, tu ponces plus ou moins l'un des sujets et Google est content de voir, que tu as plusieurs sources tu plusieurs sources d'acquisition. Parce que sur ton site, tu peux aussi choper de l'email. Tu peux aussi donner, toi tu le faisais beaucoup, des e-books, hem, avoir un lead magnet, donne-moi ton email et je t'enverrai des emails avec de la valeur. Rien que dans l'emailing, il y a aussi des stratégies super intéressantes. Il y a des gens qui sont super doués dans l'emailing, il y a des gens qui sont super doués dans la file, il y a des gens super doués dans le SEO. Et pour moi, quand tu vois ma newsletter, je l'ai renommée l'écosystème SEO parce que tout ça, c'est un écosystème. Et en fait, il faut tout faire. Sauf qu'aujourd'hui, les gens qui sont bons dans chacun des secteurs, bah, aujourd'hui, il faut suivre 5 ou, ou une dizaine de personnes pour vraiment rincer les sujets dans chacun des canaux, chacune des verticalités. Alors qu'avant, en SEO, tu suivais une personne, il pouvait tout expliquer, tu vois? Donc, je pense que c'est ce qui change aussi beaucoup, c'est qu'il faut aller fouiller dans du web marketing un peu global. Mais si tu crées cet écosystème-là, tu as aucune raison de ne pas faire des ventes. Par contre, faut bosser, faut dire des vraies choses, mais aujourd'hui avec l'IA, je sais pas, tu prends la doc d'un SaaS, tu extrais la doc, tu la donnes à Claude, tu lui dis, alors faut des prompts beaucoup plus détaillés que ce que je vous donne là, bien évidemment, mais voici la doc d'un logiciel, trouve-moi toutes les questions que pourrait se poser un internaute qui débute sur le logiciel. Pour chacune des questions, donne-moi, une intro, LinkedIn, tu formalises l'intro, tu formalises le post et tu peux te retrouver avec 50, 100 posts sur le sujet du logiciel, quoi. J'en sais rien, mais sur tel logiciel, vous voudriez savoir comment annuler une facture, pas de panique, je vous l'explique. C'est un exemple sur un logiciel de facturation, tu vois? Sur un logiciel de RH, ça pourrait être, mais à quelle date devez-vous éditer les fiches de paye? Et en plus, tu as plein de sites qui en parlent, sauf que sur LinkedIn, ton post est, beaucoup plus pertinent qu'un article de blog qui va repépète tout ce qui a été dit. Donc ton article de blog, faut peut-être qu'il aille plus loin que, à quelle date faire les fiches de paye et sur LinkedIn, le sujet a tout à fait sa place, quoi. Donc c'est important de bien se diversifier et j'ai pu voir qu'au-delà de l'affiliation, toi, tu as également créé tes propres produits. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, en fait, je voyais que les produits qu'on vendait par affil, moi déjà l'affili, attention, je suis pas du tout un gros éditeur, hein, j'ai aucune prétention de montant de chiffre. J'ai vraiment fait ça en bricolant pour m'amuser et j'ai jamais poussé le sujet, mais j'ai identifié et vu des choses. Bah, je voyais que les produits étaient pas toujours de super qualité et que des fois, c'était possible de refaire les miens de meilleure qualité. Donc, bah, si c'est un e-book, si c'est une formation en ligne, des fois, il y a peut-être, la possibilité de refaire en mieux et tu as la base de mail, tu as tes affiliés, tu as quand même accès à une certaine force de frappe. Bah, pourquoi est-ce que tu lances pas ton propre produit, quoi?
Et en fait, tu es toi-même ton propre affilié, sauf qu'au lieu de toucher un pourcentage des coms, tu touches 100. Par contre, faut pas négliger le travail que ça nécessite derrière, c'est qu'il faut animer la formation, l'assurer, la faire, faire ton SAV, gérer tes remboursements, ta facturation, tes étudiants. Donc c'est quand même un autre boulot, mais c'est quand même intéressant à étudier parce que d'un côté, tu as des vendeurs qui recherchent des affiliés et toi, en tant qu'affilié, tu recherches des vendeurs. Bah, à un moment donné, est-ce que tu es pas l'affilié vendeur et tu te concentres sur ton produit, tu vois? Et puis, il faut pas se leurrer, les e-books à l'époque de comment, éviter de faire aboyer son chien et tout ça, quand tu avais compris comment le présenter, c'est toi qui avais la force. C'est toi qui avais quand même le pouvoir donc bah, qu'est-ce qui t'empêche sur ton site de vendre, des e-books, je sais pas, élever son chien pour qu'il soit propre, arrêter de faire aboyer son chien, après l'autre c'était, vendre des produits intéressants. Tu vois? Tu peux imaginer un concept complet parce que si tu as un client, la manière d'augmenter ton chiffre d'affaires, c'est soit plus de clients, soit qui achètent plus, soit qui achètent plus longtemps. Tu as pas 50 solutions à un moment donné. Donc si tu travailles ne serait-ce que 10 sur chacun des pans, bah, les données cumulées, le levier activé avec tout ça est largement plus croissance de 60 ou 50. Et ça, c'est intéressant et à un moment donné, bah, là, le seul moyen que tu as, c'est de créer ton propre produit, quoi. Et toi, est-ce que tu as une préférence entre les 2, création de produits ou plutôt affiliation? Je dirais que ça dépend de ce qu'il y a derrière à faire. Si c'est la vente d'un e-book, franchement, le SAV, ça va. Si c'est une formation en ligne, c'est déjà un petit peu plus chaud parce qu'il faut suivre, il faut les tourner les modules, faut tu vois, il y a un savoir-faire quand même et puis du travail. Et avec des assistants virtuels, ça s'organise, ça se fait. Et nous, on avait directement été au level hard direct, c'était, le e-commerce avec l'expédition des produits et toute la gestion. Là, c'est un peu plus chaud parce que tu te retrouves quand même avec des gestions avec la poste. Quand ton colis a été livré et éclaté et que tu as, tes kouign-amann renversés avec de la bière ou de l'hydromel, breton et que tout est exposé dans le carton et qu'il faut gérer le SAV, bah, c'est un autre sujet que d'aller faire le mariole sur LinkedIn et vendre de l'affiliation, quoi. Faut être aligné avec ce que tu as envie de faire. Tu vois? Si déjà tu te sens que tu veux faire que de la vente et tu as pas envie de gérer de clients, tu as moyen de faire des super belles coms d'affiliés sans avoir de SAV derrière. Je pense qu'il faut vraiment peser le pour ou le contre et poser la question: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me fait kiffer, quoi?» Et est-ce que tu vois l'affiliation comme un business viable à vie? Alors, je répondrai la même question que sur le black hat. C'est viable à vie si tu te renouvelles souvent. Et ce qui est quand même vrai, quand tu as ton propre produit et ta propre entreprise et ta propre marque. Il faut quand même se renouveler, mais moins. C'est vrai que quand tu es sur des business où plus tu grattes sur le dos de la bête, plus il faut se renouveler tout le temps. Et le logiciel qui fonctionnait pendant 6 mois, bah, si pendant ces 6 mois-là, tu as pas recréé d'autres sites, bah, tu te retrouves vite le bec dans l'eau. C'est un peu le cas avec les personnes sur Discover. Si tu vois là, j'observe certaines personnes, ils ont toujours plusieurs sites d'avance. C'est-à-dire que le leur est en train d'exploser, ils font des revenus de malade, ils percent toutes les cohortes et tout. Bah, ils sont déjà sur le deuxième ou troisième site qu'ils ont sous la main, qui est pas lancé, mais qui est en préparation et dès que le premier va se faire éclater parce qu'ils disent: «OK, je vais me faire éclater un jour», donc ça peut être aussi que le logiciel ne marche plus, n'est plus à la mode, arrête son programme d'affiliation, heu rencontre plein de bugs, j'en sais rien, tu vois? Bah, le truc, c'est plus à la hype, ton site il décroît, tu t'en fiches, tu en avais plusieurs qui sont en train de prendre le leads, quoi. Si tu as cette logique-là, toi, à l'époque, c'était Romain Pirotte, il te disait: «Moi, mon boulot, c'était de lancer 30 ou 40 sites par jour» et c'est comme ça qu'il faisait des vrais revenus parce que si tu en fais un par semaine ou un par mois, à moins de trouver le coup de chance, moi, ça m'est été arrivé une fois de pendant un mois cartonner sur un site et tout et après d'avoir de la rev pendant très longtemps. Je l'ai fait une fois. En fait, si j'avais créé 10 sites par jour, j'aurais eu, 300 fois plus de chances, de trouver des sites pépites comme ça. Donc, c'est comme tout, c'est un métier, c'est ton activité. Voilà, ton activité, c'est de monter des sites, de trouver des niches. Donc, bah, fais-le à plein temps. Mais il faut pas se dire que c'est un petit truc en plus, je vais glandouiller à la plage, je monterai mes sites plus tard et ça va bien, quoi. Alors, je te propose qu'on parle maintenant de netlinking, qui est un pilier donc incontournable, en SEO. Et je voulais savoir, est-ce que ça marche toujours en 2025 ou est-ce que Google, il est devenu trop fort et il repère facilement les liens artificiels? Le netlinking marche toujours. Pilier de l'algo, de Google au niveau du PageRank, hein, c'est ce qui fait que Google est un moteur de meilleure qualité. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'Alexis Rilko là, a sorti, ce dimanche une étude, où il montre qu'avant ChatGPT se sourçait beaucoup chez Bing, au niveau des résultats de chez Bing. Nous, on avait remarqué une corrélation avec du data for SEO et peut-être du cache et tout, donc mais il y avait beaucoup, beaucoup de Bing dans tous les cas. Et là, il vient de voir que c'est maintenant Google. Donc ça veut dire que si même ChatGPT qui est Microsoft détient aussi Bing, utilise le classifieur, puisque là on parle d'utiliser la manière de classifier des résultats et de noter la qualité des résultats chez le concurrent. C'est que Google a vraiment
un pas d'avance, il a vraiment de l'avance sur la manière de classifier, la manière de noter la qualité et ça, c'est lié beaucoup au PageRank. Le PageRank, c'est assez simple, plus un site a de liens qui pointent vers lui, plus il est populaire, plus il est de meilleure qualité aux yeux de Google, plus il sera mis en avant. C'est complètement faux dans les faits parce qu'on a détourné le système, pour optimiser cela et faire des liens, ce que tu dis artificiels, mais en fait Google, il sait pas si c'est artificiel ou pas, tu vois? La seule manière de savoir si c'est artificiel, si c'est quand il te met une petite baisse, tu achètes des liens, tu baisses un petit peu dans les résultats, tu les retires tous parce que tu paniques. Bah, là, il sait que tu les as achetés et que tout le monde commence à savoir qu'il faut surtout pas faire ça. Donc ça marche de moins en moins. Les liens un peu à l'ancienne, généralistes, ne marchent plus. Moi, j'en ai jamais fait, donc je peux pas te dire que ça marche moins bien pour nous, puisque ça marche toujours aussi bien. Ce qu'il faut aujourd'hui et les critères à prendre en compte et selon les niveaux d'expertise, la qualité de travail et tout, je pourrais pas te dire qui a fait quoi dans le passé, mais ce qui fonctionne aujourd'hui, ce sont des liens hyper thématiques. Tu as un site sur les arbres à chats, les liens qu'il te faut, c'est des sites qui parlent de chats, qui parlent de décoration, d'aménagement. Moi, je parle beaucoup du TTF, qui est un indicateur majestique, et du TF, qui est aussi un indicateur de majestic. Majestic étant un outil externe à Google, et c'est pas Google, hein. C'est un indicateur qui nous montre comment Google apparemment prend les choses. Faut le prendre avec des pincettes, hein, ça se manipule beaucoup. D'ailleurs, les vendeurs de liens, ils sont tous manipulés. Donc, quand tu manipules le TF, maintenant tout le monde dit ouais, mais le TF est nul. C'est pas parce que tu as 50 personnes en France qui manipulent un indicateur que c'est complètement nul. Tu vois, c'est juste que bah, il faut plus écouter ces 50 personnes-là. Point. Bah, si tu as des sites de qualité hyper thématiques avec un contenu qui, encore une fois, ne répète pas ce qui existe sur le web depuis 20 ans, avec un nouvel angle, un nouveau point de vue, un sujet qui intéresse les recherches des internautes. Beaucoup ont fait dans le netlinking, ont fait générer des titles par l'IA. Mais l'IA ne sait pas ce qui est tapé dans un moteur de recherche. Par contre, lui donner un mot-clé, lui dire de générer une title optimisée avec des exemples, ça, l'IA sait très bien faire. Encore une fois, tu peux utiliser mal l'IA et faire de la daube, ou utiliser l'IA et être encore plus productif et faire des choses de meilleure qualité. Du moment que tu as des sites thématiques avec un contenu thématique, un lien placé vers le haut le plus possible avec une encre semi-exacte, des photos, des médias et un site qui est hyper thématisé, bah, en fait, tu as du lien de qualité. C'est complètement logique. Aujourd'hui, Google, il sait pas si le site sur lequel tu achètes du lien, c'est un blogueur passionné par les chats qui écrit ou si c'est un vendeur de liens, à Dubaï, les pieds en éventail, pour les caricaturer. Donc le netlinking fonctionne toujours aussi bien, il faut juste acheter un petit peu différemment. Toi d'ailleurs, chez les liens qui sont présents sur ta plateforme, tu mets vachement en avant la thématique, bah, le côté un peu expertise du site, hein, sur lequel tu vends. Donc c'est une approche que tout le monde commence à avoir quand même, hein, et c'est vrai que les sites généralistes qui parlaient de, décoration maison, poker, adulte et bar mitzvah, tu vois? J'en sais rien, ou mariage. En fait, ils sont un peu foutus, tu vois? On comprend bien que c'est moins bien d'acheter des liens. Par contre, par un moment, ça a extrêmement bien fonctionné. Donc faut pas cracher dans la soupe. Il faut pas oublier non plus, parce que c'est un échange qu'on a eu beaucoup avec Alan, qui l'a dit, c'est de dire: «Il faut aussi que ton profil de lien ne soit pas parfait». C'est l'anomalie statistique de Google. Si tu as que des liens hyper parfaits dans la thématique avec des liens vers le haut, l'encre qui va bien et tout, bah, Google, il va voir que c'est suspect. Tu vois? Algorithmiquement, ça se voit. Donc, bah, il va falloir des liens de mauvaise qualité. Il faudra des liens généralistes. Il faudra des liens depuis des annuaires, depuis des clubs que tu as sponsorisés, depuis des forums, du ninja linking, depuis des trucs qui ont rien à voir. Il faudra du nofollow. Voilà. Il faudra un peu de tout. Et toi, dedans, bah, tu viens juste ajouter le petit grain de sel qui manque pour être meilleur que tes concurrents, quoi. Et ça nous amène, au sujet suivant, donc la vente de liens. Je pense que ça intéresse pas mal de monde, à un marché hyper lucratif qui a Ouais. attiré beaucoup de nouveaux éditeurs ces dernières années. Alors est-ce que c'est un marché qui est toujours aussi rentable, en 2025 pour quelqu'un qui se lance? Ou est-ce que, le marché s'effondre et vaut mieux se focaliser sur autre chose? Pour moi, c'est toujours un marché qui fonctionne. On a vu une baisse, clairement, il faut pas se cacher, hein, ça a été un peu moins florissant. Ce qui veut dire que si c'est moins florissant pour les éditeurs, c'est moins florissant pour les plateformes, parce qu'il y a eu une période de doute. Alors, il y a eu 2 périodes. Il y a eu la période 2020-2023 où, avant qu'on ait les Google Leaks, on avait quand même dans le SEO du mal à comprendre qu'il y avait Navboost et qu'il y avait d'autres signaux dans le top 5 ou le top 10 que ceux qu'on connaissait. Et donc, bah, nous y compris, les prestations SEO entre 2020 et 2023 chez les agences ont pas été fabuleuses non plus et chez tout le monde, hein. Les résultats, on avait du mal à afficher. Je parle pas de cas à la marge, on peut sortir une étude de cas, mais si moi en 2022, j'ai fait tant à mon client et tout et ça dépend d'où le client part. Si tu as un client qui part de zéro, tu avais des effets fabuleux, mais il y avait plein de cas où des clients venaient nous voir en disant: «Je comprends pas». Pardon, le troisième arrivera bientôt. Disons, merci, je comprends pas, je suis deuxième. Le premier il a rien de plus que moi, il a moins de backlink, il est plus moche, il a ceci, cela. C'est vrai qu'on peinait à l'expliquer.
Bah, en fait, on l'a alors beaucoup avaient déjà des théories sur le trafic, sur les trafics tiers, sur la diversification du traf, sur des signaux comme du on-site et tout. C'est pas des choses nouveaux, hein, depuis 2016-2017, même un peu avant, on en parlait. Mais que ça soit aussi probant et que le PR soit vraiment le page vraiment mis de côté et la sémantique aussi, bah, en fait, on l'avait pas tous compris, on l'a compris en 2023. Du coup, beaucoup de gens pendant cette période ont dit: «Le netlinking est mort, c'est fichu, ça marche plus». Oui, dans le top 5, quand tu es arrivé au même niveau que tes concurrents, hem, bah, effectivement, le netlinking a un peu moins de poids parce que ce qui va se compter, c'est la relation et le comportement de l'internaute sur ta page, et je parle pas juste de RankBrain avec du re-ranking. Je parle vraiment avec, Google qui espionne sur Google Chrome parce qu'il a accès à la data. Est-ce que en moyenne, les internautes qui ont accès à ce site-là, à cette URL-là, pardon, passent un certain temps? Est-ce qu'ils cliquent? Est-ce qu'ils scrollent? Est-ce qu'ils ont un dwell time élevé? Est-ce qu'ils font des interactions qui montrent qu'ils passent un bon moment et que le contenu répond à leur intention de recherche, répond à leurs questions? J'en reviens à mon histoire de widget tout à l'heure. Si tu as un widget tout en haut de la page, c'est parfaitement ce qu'on voulait. Heu, Typiquement, quelle destination choisir pour été 2025 pour un couple de jeunes? Tu vois, sur une requête comme ça. Bah, si en haut, tu as un petit, tu mets si tu aimes la chaleur, pas la chaleur, ton budget, le nombre de personnes, qu'est-ce que tu as envie de faire? Du surf, du kitesurf, du jet ski, ce que tu veux, bah, ça te propose des destinations. Bah, ça, c'est un widget qui va être utilisé et cliqué. Je reparle de Paul Vengeon encore, mais il est du top 10 de la SERP sur Agence SEO. Il a ajouté un quiz, il est alors, il y a toujours l'effet où quand il en parle, tout le monde va cliquer, va se balader et tout, donc il y a l'effet de des gens qui arrivent massivement sur sa page, mais ça montre que s'il a du trafic externe et si les gens utilisent son quiz, bah, il arrive à être top 3, alors qu'il y a le site SEO.fr que je connais extrêmement bien, il y a le site de Plix. Regardez les backlinks pour les 2 sites, c'est la guerre. En termes de backlinks, c'est la guerre et sur un top 5, c'est plus ça qui compte. Par contre, pour arriver dans un top 5, bien évidemment, il faut encore des backlinks, donc on doit encore acheter des backlinks et on s'aperçoit aussi là qu'avec les moteurs génératifs et tout, depuis mai ou avril-mai 2025, tout le monde a dit: «Ouais, Google est mort, la SERP est mort». Donc je pense que c'est juste que les gens ont mis en stand-by leur budget, ils ont attendu un petit peu. Ils vont racheter massivement du lien parce que ça continue de marcher pour arriver jusqu'au top 5 et prouver à Google en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si tu veux prouver à Google que les internautes passent un bon moment sur ton site, il faut des internautes sur ton URL. Donc il faut que tu sois dans le top 10 ou le top 15 et plutôt le top 6 ou 7, tu vois? Pour générer des internautes, des visiteurs et Google se dise: «Bah, je le fais monter parce que son site envoie des bons signaux». D'où l'intérêt aussi d'avoir des réseaux sociaux dont j'en parlais tout à l'heure pour générer du trafic sur ton site, que Google analyse ces critères et de se dire: «Bah, écoute, c'est parfait, l'URL plaît, je peux le faire monter dans les résultats de recherche». Donc tu vois, il y a quand même une question de momentum où en ce moment, c'est pas le bon moment pour vendre du lien, mais c'est un micro momentum parce que c'est pas le bon moment, parce que, les gens se posent beaucoup de questions et qu'il y a un changement de paradigme dans le marché. Mais très prochainement, les gens vont continuer d'acheter du lien, il y a pas de sujet là-dessus, ça va continuer à revenir. Surtout quand on voit que ChatGPT utilise les résultats de chez Google et surtout quand on sait et qu'on voit les études, pour être cité dans le ChatGPT ou apparaître dans le dataset, changeant, hein, pas le fixe, hein, et ben, en fait, il faut être dans le top 12. Pour être dans le top 12, il te faut des backlinks. Donc CQFD, il y a pas de sujet, il faudra acheter des backlinks et j'imagine que ça va être ta prochaine question pour aussi, être de plus en plus cité par les IA et présent dans ce dataset, mobile ou adapté à la requête, on va dire. Du coup, toi, c'est quoi les stratégies que tu recommandes? Est-ce que tu continues de faire des liens PBN? Est-ce que tu des liens plus, éditoriaux, plus qualitatifs? Est-ce que tu continues ce mix, sur tes sites et sur tes clients? Alors moi, ce terme a bien été trouvé de netlinking éditorial ou de contenus éditoriaux pour du netlinking, parce que moi je le fais déjà, allez, depuis 2021. Je voyais bien que les contenus du type, «Qu'est-ce qu'un arbre à chat?» Google avait du mal à les indexer, ça performait pas, tu vois? Il y avait pas des bons signaux et je me disais bien: «S'il y a pas des bons signaux, le PageRank transmis doit en pâtir un peu». Alors, il y a aucune corrélation entre une URL positionnée et le PageRank transmis. C'est 2 index, c'est 2 choses complètement différentes. Mais même pour mes propres sites, hein, je vends un lien, autant que je fasse un coup à performer, faire des visiteurs, me faire gagner des strats de des visiteurs sur SEMrush, pardon, et des visiteurs sur Search Console. C'est pour la santé de mon site et je voyais bien que des contenus un peu pourris, des titles pas travaillés, tout ça allait pas. Donc je me suis mis à creuser, à chercher de la longue traîne et à chercher pourquoi? Parce que c'est des requêtes tapées sur le moteur de recherche qui ne sont pas trop traitées, il y avait pas trop de concurrence.
et même sur de la moyenne trend, j'arrivais à me positionner. Donc tout le monde était content. Le client me disait: «Ah oui, votre article, il me rapporte des clics, je vois dans Analytics», alors c'est très léger, hein, 2, 3, 4 visiteurs. Il disait: «En plus du backlink, je vois que ton site me génère des visiteurs, c'est quand même positif et moi, mes sites, ils avaient une croissance, donc c'était intéressant». J'avais déjà, en fait, quand la title avait été trop traitée ou qu'elle avait pas d'intérêt pour l'internaute, je traitais pas le sujet ou je le traitais différemment. Ce qui fait que quand ChatGPT est arrivé en novembre, un peu tout le monde a donné ses textes en faisant n'importe quoi à ChatGPT, n'importe comment, sans rien, bah, moi, mes titles, ils pouvaient pas les traiter parce qu'il avait pas la data pour. Par contre, qu'est-ce qu'un arbre achat? Bah, il te répondait. Donc du coup, plein d'éditeurs se sont dit: «Mais c'est super, le contenu est gratuit, on peut virer nos rédacteurs, on économise plein de sous» et en fait, ils ont complètement flingué leur site parce que Google, et on le voit avec l'index, ne veut plus de ce type de contenu. Et d'ailleurs, Google, sur la vague de désindexation dernier, le vrai appel, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a des réponses de meilleure qualité avec un index de 4 milliards de data, d'URL, meilleur que 100 milliards. Donc Google a plus tendance à réduire son dataset qu'à l'augmenter. Ça lui coûte moins cher, il va pouvoir fermer des data centers. S'il ouvre des nouveaux data centers, ce sera pour de l'IA spécifique ou pour d'autres types de calculs. Mais on n'a plus besoin de spammer l'index. Donc, moi, ce netlinking éditorial, je le fais depuis très longtemps. Et en plus, on s'aperçoit que dans les stratégies d'e-réputation, et ben, en fait, les IA mangent ce contenu-là et le recrachent avec des erreurs parfois. Le recrache pas souvent parce que euh, ChatGPT n'a pas comme consigne de citer des marques. Perplexity en cite plus. Mais ça, on n'y changera jamais rien. C'est comme ça. Par contre, on s'aperçoit que si on arrive à compléter des infos un peu génériques par des marques ou par des études. Et c'est là où j'en arrivais tout à l'heure à mes affiliés. Quand je parlais d'affiliation, je disais qu'il faut peut-être faire des infographies et des études spécifiques. C'est parce qu'on s'aperçoit. Donc, en fait, le GEO vient d'une étude réalisée par 2 Indiens qui a été présentée en 2024 à Barcelone. C'est pas du tout le nom d'une nouvelle méthode, d'une nouvelle technique, c'est le nom d'une étude et de tests qui ont été faits. Et en fait, ils arrivaient à faire ajouter des compléments d'informations à des termes génériques dans le chat GPT qui citaient des sources et des études. Et là, en citant la source et l'étude, ils citent la marque. Donc, si votre marque fait des sources, des études de cas, des infographies, des chiffres, fait une étude tout simplement, et ben en fait, vous allez pouvoir, être cité si cette étude est replie par plein d'autres sites et en fait, bah, au lieu d'acheter du lien bêtement, ce qu'on va acheter, c'est des allusions, des citations. Alors il y a une différence entre allusion et citation. Moi, je parle beaucoup d'allusion parce que on va traiter les contenus de manière des contenus éditoriaux de manière un peu différente, et ça va plutôt être, pourquoi est-ce qu'il faut acheter son arbre à chat sur internet? Que faire si j'ai acheté mon arbre à chat sur Amazon et que ça se passe mal? Pourquoi le site untel, vend les meilleurs, arbres à chat? Et en tournant ces contenus, tu vas donner de la data en fait au LLM et du coup, bah, tu fais d'une pierre deux coups. Tu as du netlinking pour Google, tu donnes à manger au LLM et il faut pas toujours faire les 2. Il faut des contenus sans lien qui donnent à manger, des contenus avec lien qui vont ce qu'on faisait en e-réputation, hein, depuis toujours. Donc les éditeurs de sites vont se retrouver à citer des sources, en fait. Il va y avoir une expertise de trouver des titles, de proposer aux clients des angles de contenu. Il va y avoir une vraie réflexion qui sera plus bête et méchante de générer un contenu bébête. Qu'est-ce qu'un arbre à chat avec un pourri que Google veut pas parce que depuis 2010, il en a des milliers et des milliers sur recette du gâteau au chocolat. Qu'est-ce qu'un arbre à chat et comment installer une machine à laver, tu vois? Ouais, donc là, tous les vendeurs de liens qui nous écoutent, ils ont des pistes pour pouvoir, pérenniser leur business, sur le long terme et j'en profite pour te demander, justement par rapport à ce marché, global du netlinking, comment tu le vois évoluer? Est-ce que les prix ont tendance à descendre? Est-ce que ça a tendance à monter? Quels sont tes retours par rapport à ça? Les prix ont quand même tendance à baisser. Alors, je vais pas du tout parler de PBN parce que PBN, c'est Private Blog Network. Donc, déjà, un PBN ne devrait pas se retrouver sur des plateformes. Donc, j'oublie ce concept même de PBN, mais tu vois, pour pas les citer. Si tes sites, c'est des sites un peu basiques, bah, tu as des offres chez Luma et chez Linksgarden à quelques dizaines d'euros, voire moins cher. Donc, ça veut dire que maintenant, si tu veux sortir de ces 10 euros, il faut que tu produises une meilleure qualité, un meilleur site, plus de jus, plus de patates. Donc, je pense que ça va faire augmenter les prix ailleurs parce que tu diras, bah, moi, je suis bien meilleure qualité qu'un tel et un tel. Par contre, ça marche très bien pour le netlinking, hein. Quand je parle de qualité, c'est plutôt pour des marques au niveau des noms des sites, des thématisations, tout ça, parce que le nom du site compte beaucoup. Tu vois, si tu achètes un lien sur tartampion.com, bah, toi, en tant qu'affilié, tu t'en fiches, tu sais que c'est un site qui va pousser. Même à 5, 10 euros, ça vous envoie du page rank, c'est des sites qui poussent, il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu rentres dans des stratégies de marque, tu as des consignes dans le brief qui est de ne pas acheter sur des noms de domaine qui ne veulent rien dire, de pas être présent à côté d'articles qui parlent de telle et telle thématique. Donc des fois, tu as des marques qui te disent: «Moi, je veux pas être sur un site où il y a aussi, du rachat de crédit, par exemple, et de la cigarette électronique». Bah,
Ça, sur des sites à 5 ou 10 euros, tu vas forcément être à côté de ce genre de thématique. Ça gêne pas pour le SEO, ça envoie du PageRank, c'est des bons liens et ça fait partie, tu sais, tout à l'heure, je parlais du profil de lien, ça fait partie du profil de lien. C'est-à-dire que dans ton profil de lien, il te faut ces fameux sites à 5-10 euros et il t'en faut d'autres. La marque ou le consultant SEO va construire ce profil de lien. Il aura des très bons liens à 5-10 balles et il en aura d'autres qui vont coûter plus cher. Comme aujourd'hui, il y a une manipulation du TF et je critique pas parce que les acheteurs veulent du TF, bah écoute, on leur donne du TF, point, faut pas chercher midi à 14 heures. Les gens veulent du trafic. Comme tu n'as pas accès à la Search Console, ils regardent le trafic. C'est quoi l'outil utilisé par tout le monde? C'est SEMrush, qui a ses défauts, mais qui donne quand même des estimations de trafic. Là, ça s'exploite avec des marques, avec des mots-clés, avec des anomalies, avec des erreurs, avec de la génération de trafic, avec un certain référeur. Tu peux faire croire à SEMrush que ton trafic explose. Tu peux montrer un site qui fait 100, 200, 300 cas de trafic. Bah ça, ces manipulations-là vont quand même se repérer. Ça sera suspicieux. C'est-à-dire que c'est pas des mauvais sites, mais moi, je me mets à la place des acheteurs et pour discuter quand même avec pas mal d'annonceurs et de grandes marques, ils commencent à voir au pifomètre que c'est pas tout à fait normal, tu vois. Les liens qui rentrent, ils sont bizarres. Les liens qui donnent le TF, ils sont bizarres. C'est des extensions exotiques, c'est des liens home page, c'est des encres un peu bizarres, c'est des fermes à liens. Tu vois, et tout ça, ça attire et ça suspecte. Donc, je pense qu'en fait, bah, le prix des sites qui n'utilisent pas toutes ces techniques-là ou qui utilisent les mêmes techniques mais qui le font de manière plus subtile et plus intelligente que du gros bourrin. Et je dis pas que ça marche pas, attention, le bourrin. Il y a plein de gens qui vont me montrer des stats de trafic SEMrush sur des mots-clés de marque et de l'achat de la manipulation de TF ouvertement et extravagante fonctionne. Ils vendent très bien des liens, ils font du CA. C'est pas ça. Ce que je dis, c'est que du coup, si toi, tu le fais de manière un peu plus subtile et intelligente, tu vas vendre ton lien encore plus cher. Parce que tu diras, moi, monsieur, ce n'est pas manipulé et c'est quand même, c'est du vrai TF. Mais le terme dire c'est du vrai TF, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Tu vois? Parce que même si tu manipules le TF, tu l'acquiers bien. Donc, tu as quand même des sites qui ont acquis du TF. Elles n'ont pas acquis du TF n'importe comment. Majestic s'est pas complètement trompé en attribuant du TF à tel ou tel site. Mais comme le TF prend aussi la notion de TTF, comme le PageRank, tu as pas la même chose de PageRank qui passe avec le surfeur raisonné qu'avec le PageRank thématique NS. Donc, tu peux te dire, j'ai chopé un lien sur un site de TF50, mais si c'est pas un TF50 dans le bon TTF, c'est-à-dire dans la bonne thématique, désolé, je passe un peu chinois, mais je pense que les gens qui nous écoutent vont quand même être des gens plutôt initiés au SEO. Bah, en fait, tu te dis, le TF passe pas en totalité. Donc le PageRank NS ne passera pas en totalité, on pourra l'optimiser, l'améliorer. Par contre, si tu as un lien qui est dans la bonne thématique, qui a un gros TF, ouais, là, tu vas prendre du jus. Donc je pense que en fait, d'un côté, ça va te dire en fait, c'est dans quelle catégorie de vendeur de liens je veux être? Est-ce que je suis un manipulateur et je joue sur la vague et effectivement, je peux vendre encore, il y a pas de problème? Est-ce que je le fais de manière plus intelligente et subtile et là, je vais vendre plus cher? Parce que moi, je vais dire: «Oui, mais il y a pas tel et tel critère» et je vais trouver des arguments pour dire. Il va falloir aussi que les plateformes s'y mettent et après tu peux dire: «Bah, je vends aussi en masse des liens à 5 ou 10 euros, mais bon, vendre 100 liens par mois à 10 euros, c'est très bien aussi», tu vois? Il y a pas de sous-métier, il y a pas de sous-netlinker ou de sous-vendeur de liens. Tout le monde fait ce qui lui plaît. Et encore une fois, c'est une question d'être aligné. Est-ce que tu veux faire du volume et tu as peut-être des process automatisés? Voilà et encore une fois, je critique pas l'une ou l'autre des méthodes. Dans un profil de lien, vous avez besoin un peu des 3. Tu as ton propre réseau de blogs thématiques. Tu fais aussi de la vente de liens via les plateformes. Qu'est-ce qui donne le mieux en termes de plateforme? C'est une question très compliquée parce qu'en fait, ça dépend un peu des sites. Les majorités, genre la majorité des revenus, ça vient quand même, de chez Rocket et iReferrer. iReferrer parce qu'on vend pas cher, on vend du volume. Rocket, on vend un petit peu plus cher et c'est des commandes des fois un peu plus travaillées avec des briefs plus longs, des les 2 apportent le plus de revenus. Juste derrière, moi, Linksgarden m'apporte pas mal et tu vois, j'ai un gros boulot à faire parce que je me suis pas trop occupé de mes réseaux de sites depuis 2 ans peut-être. Vraiment plongé dedans, retravaillé et tout. Je me suis pas mis sur les nouvelles plateformes, tu vois? J'ai pas été chez, Lemy Links de Sofiane, que apparemment ça fait des revenus, je me suis pas mis dessus. Devlink, j'ai pas mis tous mes sites chez eux. Linksgarden, j'ai pas mis, tous mes sites non plus. J'ai pas été me mettre chez Pepper, j'aurais pas filé tous mes sites. Donc tu vois, déjà, j'ai un gros défaut, c'est qu'il me manque plein d'histoires de revenus parce que j'ai pas mis tous mes sites. Donc ma comparaison est un peu fausse parce que chez Rocket, ils y sont tous, chez Linksgarden et chez Referrer aussi, mais ils sont pas tous chez Pepper. Mais je vois bien qu'il y a des très gros sites que j'ai qui sont Google Discover, Actu, ils vendraient mieux en fait chez des gens comme des Devlink, ou des Peppers, tu vois, par exemple. Et ceux qui font du volume, ils vendent mieux chez, Linksgarden ou eReferrer et chez Rocket aussi. Donc faut mettre vos sites partout, faut les travailler à votre sauce et puis vous verrez bien, qui génère le plus.
Et tu vois, la question est assez intéressante, c'est n'hésitez pas à dialoguer aussi parce que je vois des fois des éditeurs qui font, un tweet en mode un peu râleur, rageux: «Ouais, telle plateforme m'a rien apporté ce mois-ci, blabla», tu vois? Mais est-ce que vous avez contacté le support avant? Est-ce que vous avez juste fait un message en disant: «Salut, je suis vendeur de liens, j'aimerais bien gagner ma vie avec. Je vends sur telle plateforme, mais je vends pas chez vous. Est-ce qu'on peut voir ensemble le problème?» Bah, vous verrez qu'ils vont vous répondre. Ils vont prendre avec vous une demi heure ou une heure pour vous dire, «Là, ça va pas» et des fois, tu vois, je vois Rodrigue, j'ai oublié de parler de chez Soumettre. Moi, même chez Soumettre, j'ai pas tous mes sites. Déjà, j'aurais un boulot, c'est d'aller les mettre chez Soumettre et je vois Rodrigue, des fois, qui pose des trucs assez rigolos. Mais oui, avant de râler sur les autres: «Pourquoi je vends pas? Pourquoi ceci, cela?» regarde ton site. Bah, il est peut-être tout éclaté, il est peut-être plus en ligne, il s'est peut-être fait pirater, tu vois? Des trucs tout bêtes et ce qui est aussi assez dramatique, c'est que des fois je vends des liens sur des sites qui sont en ligne. J'ai oublié de les enlever de la plateforme, j'ai revendu le nom de domaine ou le site où je l'ai arrêté et quelqu'un m'a acheté un lien. Ça veut dire que l'acheteur n'a même pas été sur le nom de domaine. Il a même pas fait l'effort d'aller voir donc on fait trop confiance aux métriques, aux trucs comme ça, mais un peu de bon sens, prends ton téléphone, regarde ton site sur mobile et prends un œil extérieur. Est-ce que mon truc, il est pas complètement éclaté? Est-ce que j'ai pas des énormes marges? Est-ce que mon logo, il est pas gros comme ça? Tu vois? Des trucs basiques, en fait et souvent, ça vient de là et dialoguer avec les plateformes pour essayer de comprendre ce qui plaît pas et comment vous pourriez améliorer. Ouais, c'est clair. Et donc là, on voit qu'il y a l'IA qui explose, ça fait, ça chamboule pas mal de choses et probablement un jour le netlinking classique aura moins de poids et ça pourrait arriver, peut-être dans 5 ou 10 ans, on sait pas trop. Mais pour toi, vers quoi devraient s'orienter les professionnels du si le netlinking ça porte plus ses fruits comme avant? Bah, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est l'allusion, la citation, hein, c'est de devenir des médias, de faire de l'éditorial, hein, du journalistique et de devenir des médias, ce qu'on aurait dû être depuis le début, hein, c'est un site ultra thématique qui parle du sujet, qui est bien expert sur son sujet et donc qui parlera des marques. Et tu vois, on a un truc, qu'on a intégré dans Yuda, qui est un concept que Michael Priol a bien remis sur le devant de la scène, hein. C'est pas lui qui l'a inventé, il est pas nouveau et tout, mais ça s'appelle le site Radius. C'est quand même de et le site Radius et le site Focus, c'est de savoir comment se place ton article dans la thématique globale de ton site. Et plus on s'aperçoit que tes articles sont vraiment au centre, plus on fait un peu un diagramme de Gantt et on s'aperçoit, bah, si je suis autour, c'est que je parle de la thématique de manière très éloignée. Si je suis pile poil au centre, c'est que tous mes articles parlent de mathématiques. Donc, bah, on s'aperçoit que plus on est au centre, plus on est quand même un site aspiré par les IA et les LLM. Donc, le critère de qualité et de confiance d'un LLM a l'air d'être si le site est hyper spécialisé. Je considère que c'est un site de confiance. Et les LLM n'ont pas de page rank, hein. C'est pour ça qu'ils viennent encore scraper Google, hein. C'est parce que le page rank, Google calcule le page rank, il est capable de dire qui est populaire ou pas. Et plus un site est populaire, normalement, moins il dit de bêtises. C'est complètement faux dans Discover, hein. On voit des fake news, des gens qui performent avec des grosses fake news. Donc, c'est pas tout à fait vrai. Mais tu vois, c'est pas parce que tu as 1% à la marge qui fait n'importe quoi et qui exploite des failles que 99% tient pas la route. Tu vois, faut regarder quand même le plus gros du marché. Donc moi, je pense que les éditeurs vont devenir ce qu'ils auraient toujours dû être, hein, euh, des mini-journalistes. Attention, je ne veux pas qu'on tombe dessus en parlant des cartes de presse et tout, mais des éditeurs de contenu éditorial en ligne qui parleront des marques et qui parleront de leur thématique. Et là, je te remercie pour toutes tes réponses très pertinentes à mes nombreuses questions. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre? Bah, écoute, déjà avec plaisir, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Bah, retrouvez-moi sur Twitter, LinkedIn, YouTube, principalement. J'ai une newsletter qui s'appelle l'écosystème SEO, où vous allez trouver sur mes réseaux sociaux le lien. C'est une newsletter gratuite qui part tous les jeudis matin. J'ai un podcast, l'écosystème SEO également, qui est tous les jeudis après-midi à 15 heures, où je reçois plein d'invités sur la thématique web marketing, business en ligne, SEO et IA. C'est quand même assez large. Hem et on organise le SEO Summit. Donc si, vous voulez nous retrouver le 14 octobre au Parc des Princes, on sera un peu plus de 500 professionnels du SEO, des experts du web marketing, du trafic à se retrouver donc autour de 37 conférences. Il y aura pas mal d'ateliers, d'échanges, un déjeuner placé, assis. Donc c'est vraiment une manière de réseauter, de rencontrer du monde et surtout d'avoir un coup d'avance et de se dire: «Qu'est-ce que je dois savoir pour début 2026? Comment je dois me positionner? Comment faire?» et ça sera vraiment des questions d'actualité. Ça sera pas du vieux nanar ressassé sur le SEO, les titles ou je sais pas quoi. C'est vraiment, à l'heure actuelle où on en est et même les conférenciers peuvent même pas préparer leur conférence en amont. Ils vont la préparer fin septembre, début octobre. Mais comme on sait pas trop, ce qui va sortir cet été, tu vois? Est-ce que IA Overview va arriver au 14 juillet? Google est expert des mises à jour, mi-juillet.
qu'est-ce qui va sortir? Est-ce que Google va renoncer? Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Vous pouvez me retrouver si vous avez besoin, vous m'envoyez un message en MP, hein, comme toi Max, hein, tu es disponible sur les plateformes et tout, on te retrouve facilement. En N'hésitez tous les cas, je mettrai tous les liens en description. Je te remercie encore pour toutes tes réponses et merci aussi à vous qui nous écoutez, actuellement. J'espère que cet épisode vous aura plu et n'hésitez surtout pas à laisser aussi des questions ou des commentaires, en dessous de la vidéo. Allez, je vous souhaite de passer, une merci excellente Max, journée et à très vite pour de nouvelles aventures. ciao, ciao.